Certains parlent avec les yeux, comme eux. Ils discutent bouche close de choses que le raffut du wagon ne rompt. Ils dialoguent sans un mot, c'est beau. Et nous, bavards comme Socrate, on rate ce que la prunelle de leurs yeux dit mieux. Je les ai vus dans le métro, un jour. Un homme et une femme, assis face à face, parlaient en langue des signes. Leurs yeux étaient plantés les uns dans les autres. Jamais ils ne tombaient sur leurs mains agitées. Ils restaient fixes, happés, brillants. Ce n'est que quelques années plus tard que j'ai pu comprendre, en discutant avec Thibaut. Thibaut est sourd de naissance. Les médecins l'ont diagnostiqué lorsqu'il avait 2 ans. À partir de là, des appareils lui ont permis d'entendre ce qui l'entourait. Restait la question du langage. Ses parents l'ont emmené chez un orthophoniste qu'il a consulté 17 ans pour apprendre à parler. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'il a découvert la langue des signes. Après avoir intégré un cours à l'Institut national des jeunes sourds de Paris, il l'a apprise en un mois. Ça a été pour lui une libération. Il s'est senti enfin compris et entouré. Le documentaire Le pays des sourds de Nicolas Philibert illustre bien la difficulté dont me parle Thibaut. Trouver sa place, sans un mot, dans ce monde de bruit, n'est pas simple. Sans voix off, presque sans parole, le film laisse quelques personnes atteintes de surdité témoigner de leur quotidien. Thibaut parle couramment la langue des signes, moi pas. Alors je lui raconte mon anecdote et lui demande. Les personnes du métro voyaient-elles dans les yeux de l'autre quelque chose de plus signifiant que les mots qu'elle signait ? Pas vraiment. Il m'explique. L'absence d'audition développe chez les sourds l'acuité visuelle. Leur champ de vision s'étend davantage que celui des entendants. Ainsi, les parleurs silencieux pouvaient parfaitement voir les mains de l'autre sans se quitter des yeux. Voilà qui est logique. Si je traite à la fois les informations visuelles et auditives qui me parviennent, Thibaut, forcé de se concentrer sur ce qu'il voit, perçoit plus d'images que moi. Il voit tout, me dit-il. De l'abruti qui se croit discret au timide qu'on manque d'écraser. Il voit les mimiques qui échappent aux autres et tout le reste qui ne se dit pas. Cela étant, mon intuition n'était pas entièrement fausse. Si les sourds ont recours au regard pour décrypter ce qui les entoure, ils ne s'en servent pas moins pour communiquer. Pour l'entendant, le regard de l'autre n'est qu'un détail à côté de sa voix. Pour le sourd, il est le centre de son attention. Parler la langue des signes ne se fait pas qu'avec les mains, le visage y est aussi essentiel. De fait, dans cette langue sans volume ni intonation, les expressions faciales modulent le propos. On mime ce qu'on exprime, et ainsi les yeux deviennent éloquents, épicentre du ton et des émotions. Ce n'est pas qu'une image. La science le dit elle-même. Notre regard confesse tout ce qui nous traverse. À la seconde où naît en nous une émotion, et avant même qu'on ne la saisisse vraiment, notre corps réagit. Nos gestes se brouillent, notre souffle change, et surtout, notre regard se transforme. Ces réactions physiologiques sont instinctives. Elles traduisent l'activation du système nerveux. Nos pupilles se dilatent ou se rétractent, nos paupières battent plus ou moins rapidement. En bref, nos yeux s'animent. Plusieurs études ont tenté de décoder ces messages incontrôlables. Sans percer entièrement ce mystère, elles se sont accordées sur plusieurs points. D'abord, les émotions fortes comme l'amour, la peur ou la colère augmentent la fréquence de battement des paupières. Elles font naître en nous une agitation impossible à contenir. À l'inverse, les émotions calmes comme la tristesse ont plutôt tendance à faire retomber nos paupières. Pendant ce temps, nos pupilles aussi réagissent. Dans le cas d'une attirance ou d'un pic d'attention, elles se dilatent pour s'ouvrir à ce qui se trouve devant elles, tandis que la rage qui nous borne à nos idées les rétracte. Les scientifiques ont également noté que certains mouvements oculaires permettaient au sujet de se plonger ou de s'éloigner de la situation dans laquelle il était. Par exemple, une personne engagée dans une conversation a tendance à fixer l'autre tandis qu'une personne mal à l'aise fuit son interlocuteur du regard. C'est le même phénomène qui se produit lorsqu'on fouille nos pensées. Nos yeux regardent spontanément dans le vide pour se souvenir, réfléchir ou inventer, de manière à se détacher de la situation présente. Enfin, la fréquence des mouvements oculaires a aussi été observée. L'état d'alerte ou de réflexion intense multiplie et saccade ces mouvements, là où la tranquillité les rend plus rares et fluides. En somme, nos yeux ne font que se coordonner avec nos émotions.
Ils sont le pont entre le monde extérieur et ce qui s'agite au-dedans. Et les instincts auxquels ils sont soumis sont ceux qui échappent le mieux à notre contrôle. Le regard est donc l'indice le plus pur de ce qui nous traverse. C'est sans doute pour cela qu'il inspire les artistes depuis la nuit des temps. Dès le commencement, ils y ont vu une brèche ouverte sur l'humanité. Une brèche qui laisse tout passer mais ne rend sûr de rien. Une brèche qui donne à voir une vérité indéchiffrable. Il y a de quoi être fasciné. Voilà pourquoi je crois certains s'y sont plongés. Les poètes furent les premiers à tourner autour du sujet, comme Marceline Desbordes-Valmore avec son poème Le Regard. Elle y parle des yeux de son amant. Elle lit en eux l'amour, la tristesse, le désir, la vie, l'apaisement et l'oubli. Tantôt elle se méfie de leur pouvoir sur elle, tantôt elle s'y abandonne. Ils peuvent accabler aussi vite qu'ils délivrent. Une seule chose est certaine, ce regard est plus fort que tous les mots du monde. Alors elle y cède, car il n'y a qu'en lui qu'elle se sent exister. Ces regards qui donnent vie, rien ne peut les remplacer. On aura beau entendre les mots les plus ardents, aucun n'égalera les yeux de l'être aimé. Les poètes modernes en parlent toujours autant. La chanson d'Hills The Look You Give That Guy incarne la même idée. Son texte ne tourne pas autour du manque de présence, de contact ou de mots. Il ne souhaite qu'une chose, le regard amoureux. Mais l'élu de son cœur le réserve à un autre. Il ne lui reste plus, à lui, que ses yeux pour pleurer. Mais parler du regard, c'est encore le taire. Seul l'art pictural peut le laisser réellement s'exprimer. Bien sûr, on a toujours peint des portraits. Cependant, rares étaient au départ ceux dont le regard parlait. Ils devinrent un sujet grâce aux têtes d'expression de Charles Lebrun. Dans ses travaux, le peintre étudiait l'expression physiologique des émotions, la manière dont elles déformaient le visage et habitaient le regard. Plus tard, des peintres comme Courbet, au croisement du romantisme et du réalisme, se sont emparés de cette pratique pour traduire les mouvements de l'âme humaine. Ils ont créé des œuvres comme Le Désespéré, face auxquelles on ne peut échapper au regard qui nous happe. Des siècles après eux, les photographes et cinéastes se sont à leur tour saisis du sujet. Sans aborder le cinéma muet qui ne parlait qu'à travers le regard, des artistes contemporains lui laissent encore une place centrale dans leurs œuvres. Je pense d'abord à Wong Kar-wai, dont le cinéma parle peu mais dit beaucoup. In the Mood for Love est un exemple parmi d'autres de ces histoires où les regards trahissent ce qui est tu. Le désir, la déception, la colère, la résignation. Le réalisateur ne cadre que les yeux de ces deux protagonistes, seuls leurs affects sont en jeu. Leurs regards se perdent dans le flou de ce qu'ils savent sans le dire. Ils ne parlent presque pas, choisissant le silence à la tentation. Il n'en faut pas plus pour que nous les comprenions. Dans un autre registre, c'est aussi ainsi que procède Sofia Coppola dans Virgin Suicides. Cette fois, ce qui est tu est le mal-être de la jeunesse. C'est l'histoire de 5 sœurs qui ne parlent que rarement, mais sur qui tout le monde a quelque chose à dire. Personne n'écoute ce qui les ronge, quand bien même on le ferait, elles ne sauraient l'exprimer. Plus d'une fois, le personnage de Lux provoque la caméra du regard, laissant deviner la révolte qu'elle contient. Ces images rapprochent le film des photos de Saliman. Sa série Act 12 explore les mêmes enjeux. La photographe capture le portrait de jeunes filles de 12 ans, le plus souvent dans le milieu où elles grandissent. Leur regard aussi défie l'objectif de saisir leurs pensées. Elles ont l'âge d'avoir toutes les questions sans aucune réponse, et c'est le manque de mots que traduisent leurs yeux. Je l'ai dit, le regard est une des choses les plus dures à contrôler. Je me demande alors comment font les acteurs. Ils sont peut-être ceux d'entre nous qui parviennent le mieux à contrôler leurs yeux. Comment sont-ils crédibles, eux dont le métier est de faire croire à un regard qui n'est pas leur? J'ai posé la question à Stéphane. Il est acteur au cinéma et au théâtre depuis 30 ans. Lorsqu'il prépare un rôle, le regard est la clé de voûte de son travail. C'est le point final qui rend le personnage crédible, c'est ce qui fait qu'on y croit. La plus grande erreur que peut faire un acteur, m'explique-t-il, est de négliger le non-verbal. Car s'il le fait, lorsque le personnage se tait, ce dernier disparaît. C'est en effet encore plus flagrant au théâtre qu'au cinéma. L'acteur doit s'effacer du début à la fin de la pièce pour laisser vivre son personnage sans quoi le public ne croit plus à l'histoire. Lorsque les autres parlent, lorsque tout le monde se tait, l'acteur doit garder dans les yeux ce qui habite son rôle. C'est ce qui fait de son travail un processus presque aliénant.
Il ne peut réduire son personnage à ses lignes, il doit aussi en apprendre l'émotion. C'est elle qui fait toute la différence. Pour cela, Stéphane ne se contente pas de recomposer l'image de son personnage apeuré ou fou de joie, il se plonge lui-même dans le souvenir de ses émotions et les laisse jouer pour lui. Il ne pense pas à son texte, il ne fait que vivre la scène comme s'il la découvrait pour la première fois. Et alors, son regard parle tout seul. S'il faisait semblant, son regard serait vide. En incarnant ses rôles ainsi, Stéphane ne fait pas tant mentir ses yeux qu'il ne s'oublie au profit du regard d'un autre. Certains acteurs savent peut-être garder une distance avec leur personnage, mais selon lui, c'est la sincérité qui fait la crédibilité. Certains parlent avec les yeux, comme eux. Ils discutent bouche close de choses que le raffut du wagon ne rompt. Ils dialoguent sans un mot, c'est beau. Et nous, bavards comme Socrate, on rate ce que la prunelle de leurs yeux dit mieux.